Un exercice compliqué donc d'intégrer des clauses sociales, environnementales et éthiques dans vos cahiers des charges. D'emblée, il faut tout de suite vous conscientiser sur le fait qu'on n'aborde pas un marché public durable comme un autre marché, que ça demande du temps, des compétences tout à fait spécifiques et qu'il faut les intégrer d'emblée à votre réflexion. Alors, juste un peu de théorie. Qu'est-ce qu'une clause environnementale? C'est une stipulation qui va prévenir, limiter les effets négatifs sur le sol, l'air, l'eau, la biodiversité, ou encore encourager les effets positifs, au contraire, sur ces mêmes éléments. Ça peut aussi participer à réduire la consommation de ressources naturelles ou d'énergie, ou encore prévenir et valoriser les déchets, éviter ou limiter les atteintes à l'environnement. Tout ça est très théorique, évidemment. Après ça, il faut mettre ça en musique dans vos cahiers des charges. Ces stipulations, elles peuvent concerner tant les marchés de fournitures, de services ou de travaux tout au long de leur cycle de vie, sans aucune exception. Les clauses éthiques, qui seront particulièrement intéressantes dans le propos qui nous occupe aujourd'hui, ce seront des clauses qui vont aboutir à obtenir un produit qui sera issu d'un travail réalisé dans des conditions jugées justes et humaines. Et donc l'idée, c'est de promouvoir des conditions de travail décentes. C'est vraiment très important. On a parlé de la pierre asiatique. On peut aisément imaginer qu'elle ne réponde pas à ces conditions de travail. Enfin, les clauses sociales, quant à elles, elles poursuivent un objectif de politique sociale qui contribue directement au bien-être de la collectivité. Ça peut prendre plusieurs formes, des insertions socio-professionnelles, des luttes contre la discrimination ou favoriser l'accessibilité à certaines infrastructures à toute personne. Ces clauses sont moins fréquentes dans les marchés de fourniture. Du coup, mon propos ne s'apésantira pas sur ces clauses-là aujourd'hui. Avant toute chose, quand on réfléchit à des clauses sociales environnementales à intégrer dans un cahier des charges, il ne faut pas perdre de vue la base des marchés publics, les principes généraux qui doivent guider toute réflexion dans les marchés publics, et que donc vos clauses doivent absolument respecter ces éléments, à savoir l'égalité, la concurrence et la non-discrimination. Donc aucune clause ne peut aboutir à briser l'égalité entre les soumissionnaires. De même, vous ne pouvez pas avoir des clauses qui vont casser la concurrence, qui seraient à ce point discriminantes qu'elles ne vont pas permettre une saine concurrence entre les opérateurs économiques. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas parce qu'un critère spécifique ne pourra être rempli que par un petit nombre d'opérateurs économiques qu'il est pour autant discriminatoire. Ce n'est pas ça qu'on veut dire non plus, mais voilà, il faut quand même être vigilant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faudra aussi que ces clauses soient proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi, que ce soit les objectifs environnementaux, sociaux et éthiques. On ne peut pas pousser trop loin non plus le curseur, il faut rester proportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Et puis un principe général qui s'adresse plus aux opérateurs économiques, c'est tout nouveau, ça fait 2 ans que maintenant que la législation est en vigueur, mais c'est avec la loi de 2016 qui a érigé en principe général le respect du droit environnemental et du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout stade d'un marché public, un opérateur économique doit être clean par rapport à ces 3 branches du droit. C'est très 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 vaste, ça veut tout dire parce que c'est le droit international, c'est le droit européen, c'est le droit national. S'il y a une faille à ce niveau-là, ça peut aboutir à l'application de sanctions à l'encontre de l'opérateur économique. Pourquoi? Parce que le non-respect de ces branches du droit, inévitablement, à un moment, elles vont aboutir à fausser la concurrence, notamment. Sachez aussi que l'opérateur économique doit le respecter lui-même, mais doit aussi s'engager à faire respecter cela par ses sous-traitants éventuels. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant, non seulement érigé en principe général, mais vous le verrez, ça va ressortir à d'autres niveaux de la législation. Et puis avant toute chose, simplifions-nous la vie.
concevez votre marché dès le départ de façon à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs de façon aisée. D'où la mise en avant de l'intérêt de l'allotissement. Je rappelle, l'allotissement, c'est le fait sur un marché global de le subdiviser, non pas en le substituant à la concurrence, on s'entend bien, de le subdiviser en plusieurs sous-marchés via des lots, chaque marché vivant sa propre vie, et ça va vous permettre, prenons un exemple, par exemple le marché de réfection de trottoir, on pourrait grossièrement le diviser en un lot qui serait dédicacé à la pose et un lot qui serait dédicacé à la fourniture de pierres naturelles. Où est l'intérêt, outre le fait que vous allez permettre à de plus petites structures de pouvoir répondre, vous allez directement toucher le fournisseur, c'est lui en direct qui va vous fournir votre pierre, et la construction de votre cahier des charges par rapport à ce lot va être entièrement dédicacée à la pierre naturelle. Ça veut dire que les critères de sélection, les critères d'attribution, les critères techniques seront 100% orientés vis-à-vis de la fourniture de la pierre, ce qui n'est pas le cas si vous envisagez un marché global. Votre poste de fourniture va être noyé dans des travaux et du coup vous allez un petit peu perdre de la puissance par rapport à vos critères d'attribution, à vos critères de sélection. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dès le début de la conception de votre marché. Ne pas laisser le soin à l'entrepreneur de lui-même aller désigner le fournisseur de pierres. Voilà, c'est une réflexion à avoir. Je rappelle que l'allotissement doit obligatoirement faire l'objet d'une réflexion pour tout marché supérieur à 144 000 €. Et si vous n'allotissez pas, vous devez le justifier. Donc voilà. Ou insérer des clauses éthiques, sociales et environnementales, eh bien, à tout niveau du cahier des charges. Vous pourrez en insérer au niveau de tout ce qui touche à la sélection, l'accès au marché, au niveau des spécifications techniques, au niveau des critères d'attribution et au niveau de l'exécution. Mais avant toute chose, l'objet de votre marché doit être rédigé de telle sorte qu'il intègre directement cette réflexion durable. En effet, toutes les clauses de votre cahier des charges, elles doivent être en lien avec l'objet du marché. Ça, c'est obligatoire, c'est valable pour tous les marchés publics. Du coup, si on veut se lancer dans une réflexion durable, il faut introduire une dimension éthique, environnementale et sociale dans l'objet de votre marché. Alors ça ne doit pas être très précis. Après, ce sont les autres clauses de votre cahier des charges qui vont venir préciser cela. Et donc, on peut par exemple dire qu'à l'occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur s'inscrit dans une démarche de développement durable. Les pierres naturelles devront respecter les clauses environnementales, éthiques, sociales décrites dans le cahier des charges. Ça ne doit pas aller plus loin que ça. Mais vous devez absolument faire référence dans l'objet du marché à votre volonté de vous inscrire dans une perspective durable, sinon ça ne passe pas. Pour aborder votre cahier des charges, c'est souvent sous-estimé de la part des pouvoirs adjudicateurs, c'est cette phase de sélection. Je rappelle ce principe de base, c'est qu'une soumission, elle est composée de 2 volets. Un volet consacré à la sélection, où on va analyser les motifs d'exclusion et on va voir si notre opérateur économique répond aux critères de sélection qui auront été définis. Là, on ne touche pas à l'offre, on regarde juste le profil de l'opérateur économique qui veut répondre à notre marché. Et puis, il y a cette deuxième phase où l'offre est prise en considération. Vous allez le voir, si vous vous concentrez bien sur la première phase, la phase de sélection, je pense qu'il y a déjà un tri qui peut déjà être fait au niveau des opérateurs économiques qui pourront répondre. Comment est-ce que ça se matérialise? La loi prévoit pour tout marché supérieur à 30 000 € de vérifier les motifs d'exclusion. C'est obligatoire, vous n'y coupez pas. Parmi ces motifs d'exclusion, on retrouve notamment le fait de ne pas avoir de dette sociale et fiscale
Évidemment, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a les motifs d'exclusion obligatoires, notamment. Ils sont assez lourds. Ça veut dire que votre opérateur économique aurait fait l'objet d'une condamnation pénale dans l'un des 7 points définis par la loi. Bon, vous me direz, on espère que ça ne court pas les rues, mais parmi ces 7 points, il y a le travail des enfants et la traite des êtres humains, ce qu'on retrouve dans les conventions OIT qui vont être mises en avant certainement dans votre cahier des charges. Donc imaginons que vous ayez un opérateur économique qui se présente et qui aurait fait l'objet d'une telle condamnation. Vous êtes obligé de l'exclure d'office. Alors évidemment, vous me direz, les condamnations pénales, ce ne sera peut-être pas tous les jours qu'on va rencontrer ça, mais plus loin, vous devez aussi évaluer s'il n'y a pas de motif d'exclusion facultatif, ceci. Là, c'est une possibilité d'exclure un candidat ou un soumissionnaire. Parmi les choses qui peuvent être mises en avant, eh bien, ce seraient des manquements à des obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, ou une faute professionnelle grave. Là, plus besoin d'avoir une condamnation pénale, cela se prouve par tout moyen de droit. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se retrouver dans un tel manquement? Le motif d'ordre environnemental, c'est par exemple quelqu'un qui n'aurait pas respecté lors d'un marché précédent, pas avec vous, hein, ça peut être avec quelqu'un d'autre, qui n'aurait pas respecté des règles en matière de gestion, de transport et de tri des déchets, ou qui aurait rejeté des polluants atmosphériques. Si vous avez connaissance de ça, si vous pouvez le prouver de nouveau par tout moyen de droit, vous pouvez exclure cette entreprise, enfin, cet opérateur économique. Autre chose, un fournisseur dont vous avez la preuve que ces matériaux ont été produits en contravention des conventions fondamentales de l'OIT, ça, je pense que vous pouvez facilement en avoir connaissance aussi, vous pouvez déjà l'exclure à ce stade-ci. On est encore toujours au stade de la sélection qualitative. Au niveau des critères de sélection, là, c'est vous qui les définissez. Les motifs d'exclusion, je rappelle, ils sont prévus par la loi. Ce n'est pas vous qui devez les inventer, c'est prévu par la réglementation. Les critères de sélection, là, c'est vous qui allez décider de les appliquer et lesquels vous allez appliquer. Au niveau de la capacité technique, pourquoi pas demander une liste de fournitures similaires? C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les marchés de fournitures. Et en plus, préciser que les marchés exécutés, la liste de fournitures que vous allez demander, répondent à des exigences environnementales similaires aux marchés concernés. Vous pouvez le faire. Donc vous pouvez demander que ces fournitures passées, cette liste de services, remplissent en plus des conditions environnementales telles que décrites dans votre cahier des charges. Vous pouvez également, sous réserve que ce soit prévu qu'il y ait un contrôle à ce niveau-là plus loin dans votre cahier des charges, vous pouvez aussi demander à ce que l'opérateur vous indique le système de suivi de la chaîne d'approvisionnement qu'il utilise. Donc ça, dans la mesure où votre cahier des charges contient une clause environnementale de ce type-là, vous pouvez déjà, au stade de la sélection, vérifier qu'il y a un système de suivi de la chaîne d'approvisionnement. Et là aussi, vous allez pouvoir évaluer la conscientisation de votre opérateur économique par rapport à la qualité de ses fournitures. Du coup, une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, on est encore au stade... Excusez-moi, on est encore au stade de la sélection. On n'a même pas encore ouvert les offres des opérateurs économiques. C'est stop ou encore. La sélection qualitative, ça ne laisse pas beaucoup de marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur. L'opérateur économique remplit les conditions ou il ne les remplit pas. S'il ne les remplit pas, on s'arrête là, on ne va pas plus loin, on n'ouvre même pas son offre. Je pense par rapport déjà aux exemples que M. Tourneur a donnés, si on avait eu en direct peut-être des fournisseurs de pierres, notamment asiatiques, à mon avis, ils ne passent pas le stade de la sélection et on n'ouvre même pas leur offre. Les critères de sélection sont non négociables. Pour la suite de votre cahier des charges, évidemment, il faudra prévoir des spécifications techniques
qui vont être détaillés par la suite par Madame Thewissen avec le cahier des charges Caliroute. Mais vous pouvez également encore prévoir des clauses sociales, environnementales et éthiques dans vos spécifications techniques. Je vous donne ici des exemples grossiers, c'est pas comme ça qu'il faut les mettre dans votre cahier des charges. Le jour où vous voulez en intégrer, il faut aller plus loin dans la réflexion, mais le temps est compté aujourd'hui, je ne voulais pas trop complexifier le propos. Mais donc, par exemple, vous pourriez prévoir dans vos spécifications techniques que les éléments en pierre naturelle doivent avoir été produits en respectant les normes environnementales relatives à l'eau, l'air et au bruit contenus dans un arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant sur les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leur dépendance, déjà tout un programme. C'est quelque chose qui peut être intégré, c'est quelque chose qui fait partie de la note qui a été notamment réalisée par Pierre et Marble pour les conseils dans les cahiers spéciaux des charges. Vous pourriez aussi indiquer que le produit doit être transformé par des techniques dont l'empreinte carbone est la plus faible possible. Ce sont des exemples, il faudra évidemment être bien plus précis dans votre cahier des charges. Sachez quand même que dans vos réflexions, pour toute chose que vous allez intégrer comme ça dans un cahier des charges, pensez déjà à quels sont les moyens de preuve pour l'opérateur économique qui va devoir répondre à ça, qu'allez-vous lui demander. Si vous voulez jouer avec des certifications, des labels ou ce genre de choses, toujours prévoir que l'équivalence puisse vous être proposée. Tous les opérateurs ne sont pas certifiés, ça a un coût tout ça. Et puis vous prémunir aussi par rapport à l'analyse qui va être faite de ce qu'on va vous remettre. Donc il faut les compétences derrière, internes ou externes, pour pouvoir évaluer tout ça. Mais donc voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Au niveau de l'exécution, d'autres exemples, on pourrait avoir une clause éthique relative à la production de pierres naturelles qui veut que dans le cadre du marché, l'adjudicataire devra s'inscrire dans une démarche socialement responsable et devra s'assurer que l'ensemble de sa chaîne de production respecte les conventions OIT. Donc on y revient, c'est ce que je vous disais au stade de la sélection qualitative. Vous pouvez demander une indication du système de suivi de la chaîne d'approvisionnement sous réserve exclusive que vous retrouviez une clause de ce type dans votre cahier des charges au niveau de l'exécution. Donc voilà, ça c'est un peu le pendant de la clause que j'ai donnée tout à l'heure. Vous pourriez aussi demander à ce que les fournitures soient acheminées par un moyen de transport respectueux de l'environnement, donc tout au long de l'exécution du marché. De nouveau, quels sont les moyens de preuve? Comment allez-vous les évaluer? Tout ça, c'est une réflexion qu'il faudra avoir. Enfin, juste avant les critères d'attribution, juste vous dire que je vous donne ici des exemples à tout stade du cahier des charges. C'est à vous de choisir. Vous ne devez pas tout mettre dans votre cahier des charges. En fonction de l'objectif que vous poursuivez, en fonction de la complexité de votre cahier des charges, vous verrez, ça ne sert à rien de tout noyer avec une multitude de clauses ESE qui seraient peut-être redondantes. Au niveau des critères d'attribution, il va de soi que lorsqu'on se lance dans un marché durable, bien qu'on puisse toujours envisager qu'un marché public soit attribué sur la base exclusive du prix, c'est tout à fait à proscrire. Vous ne serez absolument pas cohérent si derrière tout ça, vous attribuez au moins cher. Ça n'a pas de sens. Donc, soit vous privilégiez une approche multicritère, soit vous favorisez, et ça c'est quand même quelque chose qui doit être mis en avant et pour lequel Madame Léonard va intervenir par la suite, un critère d'attribution lié à l'analyse du coût du cycle de vie. C'est le seul critère d'attribution qui se voit dédicacer un article entier juste pour lui depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Article 82 de la loi du 17 juin 2016. Il a tout le mérite d'exister, même s'il n'est certainement pas aisé à mettre en œuvre, mais on va, je pense, vous donner déjà quelques clés aujourd'hui. Donc voilà, inévitablement, dans un marché durable, il faut prévoir des critères d'attribution qui tiennent la route et qui laissent la place à une appréciation globale au-delà du prix. Pour conclure, juste résumer un petit peu, votre objectif est d'intégrer une approche durable dans vos marchés en pierre naturelle.
Différents moyens existent pour ce faire. Je pense qu'il y a clairement une volonté des autorités publiques de s'inscrire dans des démarches durables, dans des achats publics responsables. Donc il y a des outils qui existent outre la réglementation sur les marchés publics. Je pense vous l'avoir prouvé que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été pensées par rapport à ça. Il y a des circulaires, il y a des notes de cadrage, il y a un helpdesk qui a été mis en place au niveau du SPOE et développement durable. Mais ne passez pas à côté des règles juridiques de base. Je vous l'ai dit, la sélection qualitative, l'allotissement, ça existe, il faut s'en servir. On n'est pas vraiment dans des clauses OSE, mais ça fait partie des techniques de marché public qu'il faut utiliser pour parvenir à votre objectif. Conscience des ressources humaines à mobiliser, je vous l'ai dit dès le départ, l'intégration de telles clauses, ça demande des moyens humains importants, tant en termes de disponibilité que de compétences, ça c'est indéniable. Et puis enfin, au niveau des points d'attention, il y a bien sûr l'aspect juridique, mais il faut insister sur la sensibilisation et l'implication de l'ensemble des acteurs. Un marché public durable, quel qu'il soit, ici on parle de pierre naturelle, mais ça pourrait être autre chose, vous loupez votre objectif si vous n'avez pas sensibilisé l'intégralité des équipes qui vont travailler sur le sujet. Donc depuis le technicien jusqu'au service administratif, en passant par le financier, tout le monde doit s'inscrire dans cette démarche durable, sinon vous allez louper votre objectif. Et bien entendu, avant ça, une volonté politique, parce que ça va coûter forcément plus cher qu'un marché classique, même si dans le temps, on récupérera certainement la mise. Mais voilà, il faut une volonté politique de réfléchir autrement les dépenses. Et puis enfin, les opérateurs économiques doivent eux aussi être sensibilisés à tout ça, parce que derrière, il faut que nos PME soient en mesure de pouvoir répondre aux exigences des cahiers des charges, et donc ils ne peuvent pas être uniquement spectateurs de ce qui se passe. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche de leur part, qu'ils soient acteurs eux aussi pour s'inscrire dans ces démarches durables.